Il y a des politiques qui ont des millions d'euros. Ouais, bien sûr. Valérie Pécresse a quasiment 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Jean-Luc Mélenchon aussi, je crois qu'il a un gros Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Qu'est-ce qui se serait passé dans l'opinion publique si Macron avait dit qu'il avait 10 millions d'euros? Est-ce que tu sais vraiment où va tout ton argent? En moyenne, un Français, 10 abonnements, 40% qui ne sont pas utilisés. Ah, c'est vrai? Ouais. Énorme. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, c'est un Légende Business. On va recevoir un chef d'entreprise, un entrepreneur qui a créé une idée de business parce qu'il avait un besoin. Et c'était notamment un besoin de comprendre un peu ses dépenses. C'est hyper intéressant. Il me l'a expliqué. Il s'appelle Finary, F-I-N-A-R-Y, qui s'appelle Monière Lagoon. Et en fait, il s'est rendu compte, en mettant tous ses comptes avec des tableurs Excel, etc., qu'il y avait plein de petits abonnements de 1,99€ par-ci, 3,99€ par-là, qu'il avait du mal à comprendre exactement ce qu'il possédait, en fonction de s'il avait un appartement, une voiture, combien est-ce qu'il pouvait mettre de côté chaque mois, comment est-ce qu'il pouvait économiser un petit peu sur telle ou telle facture, en mettant sa facture d'eau, etc. Et en fait, il a créé une société qui permet de centraliser tout ça. Il va nous expliquer, ça s'appelle donc Finary. On va en parler maintenant. C'est l'intérêt. Tous les vendredis, on essaie de faire un Légende Business. On vous parle de business, de création d'entreprise, de comment aller de l'avant. Ça peut vous donner des idées, non seulement pour découvrir des boîtes, mais aussi pour créer la vôtre. En tout cas, merci d'être là de plus en plus nombreux. Continuez de vous abonner. C'est 2 minutes. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant directement sur s'abonner. Vous pouvez mettre des commentaires, liker la vidéo, ça nous aide beaucoup aussi. Vous mettez la petite cloche pour être au courant de la sortie d'une vidéo. Pareil, on est en podcast audio si vous voulez nous écouter, si vous allez au sport, sur la route ou alors directement le soir dans le lit. Vous pouvez nous écouter aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, juste en audio. Et c'est parti, maintenant on y va avec Monière Lagoon. C'est très intéressant pour un Légende Business sur Finary. On y va. Bonjour, je suis Monière Lagoon. J'ai créé une app qui s'appelle Finary. Ça vous permet de prendre en main votre argent et je suis sur Légende. Bienvenue Monière, merci, je te reprends le clap. Content de te recevoir Monière, c'est hyper bien Finary. Moi, j'ai découvert quand on a préparé l'émission, je ne connaissais pas, il y a 500 000 personnes qui sont déjà inscrites dessus. Légende Business, aujourd'hui on va parler de business, de l'idée, comment tu l'as eu, comment tu as réussi à lever 15 millions d'euros, à rentrer dans un... avec Y Combinator qui est... Non, c'est ça hein? Ouais, Y Combinator. Parce que j'ai toujours l'impression que mon accent est nul, ce qui est vrai. Tu as réussi à rentrer dans un fonds d'investissement américain, c'est ça? C'est un incubateur. Un incubateur qui va te prêter de l'argent, qui va t'aider, qui est très difficile et qui l'ont accompagné. On va parler de tout ça et on va expliquer juste ce que c'est que Finary, puis on va revenir sur ta vie après. T'as quel âge aujourd'hui? 34 ans. 34 ans. T'as créé Finary il y a combien de temps? J'ai créé Finary en 2020. En 2020, c'est venu d'un problème que tu rencontrais toi-même, c'est ça en fait au départ? Ouais, c'est venu d'un besoin personnel. Moi, j'avais envie d'avoir un tableau de bord pour piloter mes finances. Et donc, j'utilisais un Excel. Pour bien comprendre où t'en étais, quoi. Pour comprendre où j'en étais et pour optimiser, évidemment. Et donc, j'ai regardé, il n'y avait rien qui me plaisait. Et j'en ai parlé avec un de mes amis qui s'appelle Julien, qui est devenu mon associé. Et on s'est dit, tiens, on va créer un tableau de bord pour nous. Et il se trouve que Julien s'est développé, moi je sais faire un peu de design. En quelques jours, en réalité, on a créé un tableau de bord. On l'a envoyé à des amis. Et en fait, ce tableau de bord, c'est devenu Finary. Et aujourd'hui, vous avez 500 000 clients, vous êtes une quarantaine. Ouais. Tu disais que tu as réussi à lever, on en parlera tout à l'heure, 15 millions d'euros. Donc c'est devenu très gros tout de suite. C'est ta première société? Tu es devenu chef d'entreprise avec Finary ou tu avais une autre boîte avant? C'est ma première société. Avant, je bossais dans d'autres entreprises. Je bossais déjà dans la tech. Mais c'est la première fois que je me lance. Donc forcément, j'ai appris aussi... Sur le tas. Sur le tas, quoi. J'ai appris, tu vois, j'ai fait à manager, à manager, à embaucher. C'est pas facile non, de commencer. En plus, t'as commencé à quoi? À 30 ans, du coup? Ouais, à 30 ans. Et en fait, tu vois, c'est assez marrant. J'avais fait la liste de tout ce qui me faisait peur. Et j'avais pas noté... Le truc qui, je pense, est le plus dur dans une boîte, c'est l'humain. C'est super dur d'embaucher des gens, de les motiver, de gérer aussi, tu vois, de gérer les relations. Et donc ça, j'ai appris sur le tas. Et en fait, on ne nous apprend pas, tu vois. Et tu fais des erreurs, après tu t'améliores. Après, tu t'améliores et tu prends du feedback. Mais c'est un travail permanent. C'est vraiment un apprentissage. Et c'est aussi ce qui est hyper intéressant quand tu es chef d'entreprise. On se dit chef d'entreprise, c'est celui qui est tout en haut, genre le boss. Mais en réalité, tu fais un peu tout. Tu es au four et au moulin. Et donc, tu vois tout. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. C'est intéressant de parler des succès en France, des mecs qui créent des boîtes, qui pensent à une idée. Ça peut donner des idées aussi à vous tous. Hein, si vous avez envie un jour de lancer une boîte, de vous dire, tiens, j'ai besoin, ou la société a besoin d'eux, il manque ça dans la société, tiens, je vais me lancer. On va reprendre juste rapidement ta vie, puis on va revenir sur Finary, puis on va le montrer. Et tout à l'heure, on fera... Tu réponds aux clichés sur l'investissement, en gros, les étapes pour devenir aussi indépendant financièrement. Alors,
On entend ça à toutes les sauces aujourd'hui. Donc, tu vas nous expliquer ta vision du truc et tu vas faire la pyramide patrimoniale aussi tout à l'heure. C'est d'après toi, si tu as 100 €, combien est-ce qu'il faut que tu dépenses, combien est-ce qu'il faut que tu gardes en loisirs, en machin. Tu as ta pyramide à toi. Et on va analyser les patrimoines. Tu as proposé de faire ça. C'est assez fou d'ailleurs de voir. On va analyser le patrimoine d'Emmanuel Macron. On va montrer combien il a. Parce que c'est officiel, il faut savoir c'est qu'on est homme politique et qu'on est élu de la République, qu'on doit mettre son patrimoine public, donc le montrer à tout le monde, et on est obligé d'avoir une transparence, c'est pour éviter que les hommes politiques volent, etc. Et donc Emmanuel Macron a mis son patrimoine. On va faire aussi François Bayrou, pour montrer deux exemples très différents, parce qu'ils n'ont pas du tout le même fonctionnement. Pas le même rapport à l'argent. Ouais. Comme c'est eux, on va dire, les politiques qui décident des lois au sens très large, c'est intéressant de voir s'ils sont bons aussi dans leur gestion de leur argent, si ils investissent dans les choses utiles, s'ils investissent pas du tout d'ailleurs. J'imagine que tout le monde se met pas en bourse ou investisse, donc on y reviendra tout à l'heure si tu veux bien. Juste avant, famille plutôt aisée, famille plutôt middle class, pauvre, t'étais comment ? C'était une famille, on va dire, moyenne, plus, tu vois. Mes parents, ils viennent... ma mère est allemande, mon père est algérien. Eux, ils viennent de familles très pauvres. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où on avait quand même un peu d'argent. Et, par contre, ce que je dis souvent, c'est que mes parents, c'est un peu des anciens pauvres. Donc, tu vois, ils avaient des réflexes de peur de perdre. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai encore. J'ai encore, quelquefois, peur de revenir en arrière. Peur de manquer ? Peur de manquer, complètement. Parce que ma grand-mère, concrètement, elle a vécu la guerre. Son mari avait un magasin de textile. Ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'argent. Mes grands-parents algériens étaient professeurs, tu vois. Donc, ils avaient eu 9 enfants. Donc, c'est vraiment des histoires d'un autre monde, en fait. Et donc, même si j'ai grandi dans un milieu où on n'avait pas ces problèmes-là, ça m'a quand même marqué. Et j'ai senti que mes parents étaient toujours en train de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de dépenser pour faire ci, pour faire ça, tu vois. Et tu disais que tu avais fréquenté un lycée français à l'étranger. Tu habitais où ? J'habitais à Anvers, en Belgique. Ah, t'as grandi là-bas ? J'ai vécu quelques années là-bas, ouais. Après, tu as étudié dans des lycées allemands. Ouais. Tu as vu une différence par rapport à l'éducation nationale française ? Tu as grandi à Anvers, bon, c'est un lycée français, mais entre l'Allemagne et la France, par exemple, c'est différent, l'éducation ? Ça n'a rien à voir. En fait, en Allemagne, c'est hyper bienveillant. En tout cas, moi, quand j'en retiens, peut-être que j'ai une vision un peu, tu vois, peut-être que peut-être que je l'édulcore dans mon esprit, mais c'était vraiment hyper bienveillant, on faisait des jeux, il y avait vraiment un dialogue, il y avait moins d'élèves aussi en classe, alors que c'était une école publique où j'étais. Ensuite, effectivement, dans le lycée français à Anvers, qui est la ville des diamantaires, c'était très particulier parce que c'était une toute petite classe, tous les gens étaient très riches, donc c'est un peu à part. Et ensuite, je suis revenu dans le système public français. Et là, c'était un gros choc pour moi parce que c'était très rigoureux, on apprend par cœur, c'est très strict en fait, tu vois. Et moi, je me reconnaissais pas trop là-dedans. Donc j'ai largement préféré le système allemand qui est juste plus bienveillant et plus qui te laisse plus le temps en tant qu'enfant, tu vois, de trouver tes marques. Tu sais que tu avais un problème avec l'autorité quand on préparait l'émission. Est-ce que c'est compatible avec le fait après de gérer une boîte ? Est-ce que c'est justement pour ça que tu as fait ta propre boîte ? Je pense parce que j'étais bon élève, mais j'étais souvent un peu insolent. Mais pas parce que je respectais pas les gens, c'est juste que je trouvais qu'il y avait des règles qui étaient un peu absurdes. Et tu vois, chez les chefs d'entreprise, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, j'ai souvent vu un point commun qui était le fait de sortir un peu des cases. Tu vois, moi, je rentre pas dans les cases. J'ai une mère qui vient d'un autre pays, un père aussi. Donc, il y a peu de gens qui me ressemblent. Et donc, je me suis jamais trop retrouvé dans la masse. Et donc, j'avais envie de tracer ma route. Et donc, d'une part, je me retrouvais pas avec l'autorité des profs, mais aussi après, dans le milieu professionnel, je trouvais ça très rigide, très politique. Et ça me plaisait pas, tu vois. Je voyais pas comment j'allais pouvoir réussir à faire une belle carrière sans être politiquement correct, sans plaire en fait aux gens qui décident. Tu dis que le diplôme a pour toi aucune valeur, etc. Qu'est-ce que tu regardes quand tu recrutes une personne ? Et puis on va parler de Finari. Là. Diplôme, c'est pas super important pour moi. Ce que je regarde, c'est qu'est-ce que tu as comme expérience, quelles sont tes compétences et quelle est ta motivation. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tu peux avoir une super expérience, tu peux avoir des très belles compétences, mais par contre, si t'es pas motivé fondamentalement, ça marchera jamais. Et donc nous, on cherche toujours des gens qui sont motivés avant tout, et ensuite qui ont des compétences ou qui ont de l'expérience, ça dépend un peu des postes. Mais franchement, après, de quelle école ils ont fait, pour moi, c'est complètement secondaire. Tu vas découvrir la finance, tu fais une école de commerce à l'ESSEC, tu découvres la finance en faisant un stage. Au départ, tu voulais être en salle des marchés, c'est ça ? Ouais. Tu voulais vraiment être vraiment là-dedans, et finalement, tu vas pas y aller. Ouais, ça me faisait rêver, moi, tu vois. Je sais pas si tu as regardé Wall Street ou des films comme ça avec Michael Douglas. Je me disais, c'est là où il faut être en salle, il y a une espèce de tension, il y a de la testostérone, et en plus, tu peux gagner plein d'argent hyper vite.
Donc j'étais attiré clairement par le truc qui brillait, quoi. Et en fait, après, quand j'ai découvert la réalité de la salle de marché, c'est que ça avait complètement changé. Le trading était en train de changer et était en train de devenir complètement électronique. Et en réalité, les profils qui marchaient vraiment bien, c'était les ingénieurs. C'était pas vraiment les gens qui venaient d'école de commerce. Donc je me suis dit, je pense pas que je vais réussir, peut-être à court terme, mais pas à moyen terme ou à long terme. Donc je me suis assez rapidement orienté vers autre chose. Et c'était la gestion d'actifs, qui est un métier qui est connexe, mais qui n'est pas lié directement. Et donc là, c'est quelque chose où je me projetais beaucoup plus. Et c'est là où j'ai appris en fait les bases. Et c'est les bases qui me servent encore aujourd'hui. Tu as passé un entretien pour faire ton master, justement, Ouais. à l'ESSEC. Ils vont te demander si tu as une expérience dans la vente. Tu vas leur dire que tu vendais des billets sur Internet, un peu de manière pas illégale, mais un peu mal vue. Et ils le prennent mal et finalement, tu n'es pas pris. Ouais, exactement. J'avais fait ce qu'on appelle un Master 1. Je voulais faire un Master 2. Moi, c'est un Master 2 pour une école de commerce. Donc, je vais leur dire comment je fais du commerce, tu vois. Et je leur explique effectivement que j'achète des billets. J'achetais aussi des Lego Star Wars à l'époque. Mais j'avais pas beaucoup d'argent de poche, tu vois. Donc, j'essayais de faire avec 3 bouts de ficelle. Et effectivement, c'est pas, tu vois, ça leur a pas plu. Et donc, ils m'ont dit, bon, finalement, ça va pas le faire. Et j'ai longtemps réfléchi pourquoi. Et en fait, je me suis dit, c'est parce que dans ces écoles-là, finalement, ce qu'on valorise, c'est les gens qui rentrent dans le rang, c'est les gens qui sont consensuels, parce que tu vas faire une grande carrière dans un grand groupe. Et c'est très bien, tu vois, mais c'est juste que moi, je ne sais pas faire. Moi, ce qui me plaît, c'est les gens qui sortent du lot, c'est les gens qui ont des idées, qui sont prêts aussi à prendre à prendre la tangente et aller un peu à l'encontre de l'opinion ou des idées reçues. Et tu es obligé, de toute façon, quand tu es entrepreneur, tu es en permanence face au rejet. Tu vas te dire, tiens, j'ai une vision, et les gens vont dire, ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien. Les gens paieront jamais. C'est un trait de caractère que tu retrouves tout le temps. Faut aimer la guerre, quoi. Ouais. Faut pas avoir peur de... Faut pas avoir peur, en tout cas, de pas plaire à tout le monde. Tu vois. Après, quand ça marche, bizarrement, t'as plein d'amis. Tout le monde dit que... Là, t'es un génie. Mais... Tout le monde l'avait senti. Ah, exactement. les mêmes, ils reviennent après, tu vois. Et donc après, tu vas te rendre compte que t'es pas fait pour ça. Tu dis, voilà, comment tu vas enchaîner et quel boulot tu vas faire avant de commencer réellement à lancer Finari? Donc, école de commerce, tu vois, ce qu'on te dit, c'est il faut bosser dans une banque, il faut devenir consultant, il faut bosser dans le luxe. En tout cas, moi, c'était ça à mon époque. Mais ce qui m'intéressait vraiment fondamentalement, c'était de bosser dans une start-up. Moi, ça me faisait rêver. Tu sais, je voyais la Silicon Valley, je voyais Google. Je sais pas si tu as déjà vu les images du campus Google, où, je sais pas, ils ont une piscine, enfin, je trouvais ça dingue. Et je me disais qu'avec des ordinateurs, ils arrivent à créer des choses. Ils ont 0 vacances, attention. Ils ont moins de vacances. Non, ils ont moins de vacances et j'y suis allé, moi, je sais pas si tu y allais. Ouais, j'ai eu la chance de visiter même le Google X, la headquarter et tout ça. Et en fait, attention, ils sont très heureux. J'ai rencontré plein de gens qui bossent là-bas, ils sont très heureux, mais c'est pas le même rythme non plus. Donc c'est plus intense. C'est plus intense, donc en échange, ils ont un confort de vie supérieur là-bas. Il y a rien de gratuit. Il y a l'envers du décor, mais le truc cool, par contre, c'est vrai, il y a des piscines à boules, tu descends en toboggan, c'est improbable. Mais t'as raison de le dire. En fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils veulent que tu restes là. Ils veulent que tu bosses. Mais j'aimais l'idée de la start-up et je me suis dit, bon, moi, je suis en France, je viens de Chambéry, comment je vais réussir à accéder à ça? Et contact, sans avoir de contact. Aucun contact. Mes parents, pas du tout entrepreneurs pour le coup. Et je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne à coder. Tu bosses dans quoi, tes parents? Mais mon père, il était directeur financier à l'époque, ma mère, elle est traductrice. Donc très loin de tout ça, tu vois. Et ils avaient vraiment une aversion pour le risque. Donc eux, ils me disaient, non, il faut que tu suives. CDI. Voilà, CDI, c'est très bien, exactement. Il faut que tu achètes un appartement, tu vois, un Labrador. Et voilà, ils ont raison. C'est très bien. C'est un mode de vie qui convient à 99% des gens. Eux, ça les faisait rêver et moi, ça m'allait pas. Donc je me suis dit, tiens, je vais apprendre à coder pour au moins avoir un minimum de bagage. Donc j'ai acheté un cours sur Internet. Je me souviens, c'était vraiment... C'était $10. Et quand je pense, tu vois, que ma scolarité, elle a dû me coûter plus de 10 000 € par an, ce cours me coûte $10. Et en quelques jours, en fait, j'arrive à faire des trucs de dingue. J'arrive à copier des sites. Alors, l'apparence du site, ça s'appelle le front, pas le fonctionnement. J'arrive à copier des sites, je comprends comment fonctionne une base de données. Je me dis, OK, ça va super vite. Et donc, j'acquiers des bases et je bosse dans une première start-up. Enfin, je rejoins une première start-up qui s'appelle Youpies, qui a été une plateforme de service à la personne. Et là, tu vois, ça me met le pied à l'étrier. Et pendant 1 an, c'est un peu lunaire parce que moi, je venais des grosses boîtes, des grands groupes, où j'étais en costume, c'est dans le 8e ou à la Défense. J'arrive dans un bureau où c'est le chaos. Et au bout de quelques semaines, je me retrouve à faire une interview à la radio belge. Je me retrouve à faire des entretiens pour embaucher des gens. Et tout ça, moi, j'y connais rien, en fait. Donc, j'apprends sur le tas. Mais ouais, je sens en tout cas que je suis à ma place. Tu vas rencontrer ton associé là-bas. Ouais. À Youpies, et tu vas enchaîner. Alors lui, il a fait l'école 42, non? Ouais, Julien, il a fait l'école 42. Il a fait la première promo de l'école 42. C'est l'école de Xavier Niel? Exactement. Qui est gratuite, hein, c'est ça? Ouais, qui est gratuite. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de... Tu sais, on dit les misfits en anglais. On voit beaucoup de gens qui sont pas les gens que tu croises en école de commerce, où il y a vraiment
un persona, plutôt des gens de bonne famille, plutôt des gens de grandes villes, etc. Là, tu as vraiment une population qui est complètement différente. Et je me rappelle, je le vois le premier jour, on discute un petit peu, et je rentre le soir et je dis à ma copine de l'époque, qui est encore ma copine aujourd'hui, ce gars-là, il faut absolument qu'on reste en contact parce qu'il s'est développé et il comprend le business. Et c'est super rare en fait. Les développeurs, il y en a beaucoup qui ça intéresse pas trop le côté commercial, et c'est pas grave, tu vois. Mais en tout cas, lui, il avait les deux compétences. Donc je me suis dit, ok, lui, il faut qu'on reste en contact. Et bon, je ne savais pas qu'on allait créer Finari plus tard, mais en tout cas, on est devenus amis à ce moment-là. Et alors, après, tu as bossé alors, c'est une autre boîte qui permet de réserver les billets de train, c'est ça? Ouais. En fait, je rejoins une autre entreprise qui s'appelait Capitaine Train, qui se fait rapidement racheter par Trainline. Et Trainline, ça existe encore. Hein. C'est une app pour réserver ses billets de train. C'est un concurrent de la SNCF, de Oui SNCF, en gros. Et c'est très gros. Hein. C'est très gros. C'est une très grosse boîte, mais qui n'est pas trop en France. C'est une boîte qui est surtout très grosse en Angleterre. En Angleterre, c'est plus connu que Uber, par exemple. C'est vraiment l'app numéro 1 pour voyager. Là, tu vas gagner un peu ta vie? Là, je vais bien gagner ma vie et surtout, je vais comprendre une leçon importante, c'est que je vais avoir la chance d'avoir une petite partie du capital. Je vais bosser pendant 4 ans, je développe la boîte en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Et ça se passe bien. Et donc, un jour, on arrive à introduire la boîte en bourse, à la Bourse de Londres, pour 2 milliards d'euros. Putain. Qui était une réussite exceptionnelle. C'était en 2019. Boîte, ouais. Très grosse boîte, ouais. On était 600-700 salariés, tu vois, à l'époque. C'était plusieurs milliards, 3 milliards d'euros de volume d'affaires par an. Donc. Et toi, tu avais une toute petite part? Moi, j'avais une toute petite part. Et donc, le jour de l'introduction en bourse, j'avais 0 patrimoine à ce moment-là. Le lendemain de l'introduction en bourse, en fait, j'avais gagné 500 000 euros grâce à mes parts. En 24 heures. En 24 heures. Et pourquoi j'avais gagné ça? Parce qu'en fait, pendant les 4 ans chez Trainline, à chaque fois qu'on négociait une augmentation de salaire, mon patron me disait, bon, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Moi, je lui disais, moi, je préfère pas trop avoir d'augmentation de salaire, je préfère avoir des stock options. Je préfère avoir des parts de l'entreprise. Et donc, en fait, j'ai négocié pendant chaque année. Et donc, j'ai augmenté mes parts d'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner quand même pas mal d'argent. Mais sinon, si j'avais juste suivi le parcours de base, j'aurais eu des augmentations de salaire, mais finalement, tu vois. Tu vas gagner 500 000 euros du jour au lendemain, pour un boulot que tu fais depuis 4 ans, quand même, attention, Bien tu sûr. ne plus tomber là. Mais ce qui est génial ici, tu te retrouves pour la première fois avec autant d'argent sur ton compte, tu vas avoir un contrôle fiscal. Suite à ça, c'est pourquoi tu prends un contrôle fiscal? On n'a jamais parlé du contrôle fiscal. Je ne sais même pas ce que c'est, comment ça se passe. Est-ce que tu as quelqu'un qui arrive vraiment avec sa mallette en bas de chez toi? C'est une vraie question. Et pourquoi tu as eu un contrôle fiscal? Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? J'ai eu un contrôle fiscal parce que la façon dont j'ai déclaré mes gains est un peu particulière. Tu sais, le code fiscal français, il est hyper complexe. Il y a des centaines de pages. Et donc, moi, j'ai pris un avocat, je lui ai dit, voilà, aidez-moi à déclarer cette somme. Il m'a dit, tiens, on peut faire ce dispositif-là et tout. Il y a très peu de gens, en fait, qui utilisent ce dispositif chaque année. Il y a à peu près 2000 dossiers. Et donc, il m'avait dit, attention, le fisc regarde tous les dossiers. Et bien, ça n'a pas loupé. Et quelques mois plus tard, je reçois un mail et ils me disent, voilà, on va contrôler. Moi, je panique, évidemment, j'appelle l'avocat, je lui dis, bon là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je me voyais déjà partir en prison, quoi. Alors que c'est même pas moi qui ai fait la déclaration. Tu avais payé des impôts sur les 500 000? J'avais payé 150 000 euros d'impôts. Donc il te restait 350. Donc il me restait 350. Tu as payé 33% d'impôts à la flat tax. Et en fait, assez rapidement, je me rends compte qu'on est plutôt sur un contrôle, on va dire, light, et donc il vérifie les pièces, et donc ça se passe par email. Mais l'avocat m'a quand même expliqué ce qui se passait. Le conseiller peut aussi te dire, vous allez être convoqué en fait, au ministère et vous allez devoir nous expliquer des choses. Ou alors il peut aussi venir, tu vois, pour constater des choses. Et après, ça peut durer. Ça peut durer 6 mois, 1 an. 6 mois? Ouais, beaucoup plus. Mais c'est comme dans les films. Alors, est-ce que tu as quelqu'un qui arrive avec la mallette, qui s'installe à côté de toi au bureau, qui se met au fauteuil, puis qui te regarde bosser, qui demande des trucs? Ouais, c'est exactement comme ça. Dans les entreprises, tu vois, dans les grandes entreprises, typiquement Total, oui. Il y a des contrôles tout le temps. Ah bon? Il y a un contrôle fiscal en ce moment chez Total, mais tout le temps, en permanence. Parce qu'il y a tellement de flux qu'il faut vérifier. Et donc, il y a une liaison directe entre le Bercy, le ministère de l'économie. Et ils envoient tout le temps quelqu'un, et la petite équipe s'installe, et ils vont dire, on va reprendre depuis le début, on va regarder les factures, on va regarder la TVA, expliquez-nous ci, expliquez-nous ça. Et ensuite, au bout d'un moment, ils vont statuer, ils vont dire, OK, vous nous devez tant, ou alors, il n'y a rien à dire. Mais en soi, c'est pas grave d'avoir un contrôle fiscal. L'État contrôle. Heureusement. Heureusement. Mais je sais pas toi, mais moi, en tout cas, je me sentais tout de suite coupable, parce que je connaissais pas. Et moi, je me sens tout le temps coupable. J'arrive à l'aéroport, il y a des douaniers, j'ai l'impression que j'ai un truc dans ma poche. Mais à chaque fois que je passe comme ça, je suis là, ça vous fait pas ça? Je n'ose même pas les regarder. Je suis avec mon chariot et je tourne la tête comme ça. Ou alors je fais genre exprès, je suis trop détendu, alors que c'est pas vrai. J'en fais trop, genre. Tu passes sur le truc, il y a le truc vert là, rien à déclarer. Ouais, exactement. Et à ce moment-là, ils te regardent, ils te fixent. Ouais, et puis c'est une technique ça aussi, tu vois. On est inquiet face à l'autorité. Et en plus, tu mets l'autorité et les impôts, qui est un sujet qui crispe quand même.
faire un peu un cocktail magique, quoi. Tu vas être redressé ou pas quand tu prends un contrôle fiscal? Non. Tu vas devoir rien du tout? Non, rien du tout. C'était dans les règles. Toi, tu penses qu'il faudrait faire des contrôles différemment maintenant que tu les as vécus ou... Je pense qu'il faudrait que ça soit plus transparent, tu vois. Moi, je trouve ça très bien qu'on contrôle, c'est normal. Mais ce serait bien peut-être que ça soit peut-être moins procédurier. Parce que en plus, tu reçois des lettres avec un langage assez compliqué, tu vois. C'est très, très chargé, c'est très technique. Et donc, ni toi ni moi sommes experts. Donc, je pense qu'on pourrait rendre ça un peu plus humain. Parce que les inspecteurs aussi, c'est des humains qui vont vérifier. Et eux, ils font juste leur job. En gros, ils n'ont pas du tout envie de te piéger. Ils vont juste voir si tu respectes la loi. Tu disais, tu parles dans le livre, on va y revenir, tu dis, et quand tu préparais l'émission, tu disais, je suis patriote, mais je ne suis pas un pigeon, donc pas sûr d'être là dans 5 ans. Par rapport à quoi tu dis ça? Par rapport aux impôts qui sont trop élevés? C'est par rapport à quoi? En fait, il y a deux choses. Il y a les impôts. On est champion du monde des impôts. Tu vois, on a le taux de prélèvement le plus élevé au monde. Il n'y a pas pire. Et donc, tu vois, quand tu vois le débat politique actuel, on te dit, on va augmenter les impôts. Mais on peut pas augmenter, on peut plus. On est déjà au rupteur, il y a plus de place, les gens sont pris à la gorge. Et je parle pas c'est pas que les super riches, c'est tout le monde en réalité, tout le monde paye trop d'impôts. Et d'autre part, on nous met des bâtons dans les roues pour créer des entreprises, pour créer de la valeur, pour créer des emplois. Donc tout est trop compliqué, il y a trop de régulations. C'est bien d'avoir des règles, mais il y a trop de règles. Et donc, au bout d'un moment, tu dis, attends, moi je paye une tonne d'impôts, et en plus, on m'empêche de créer un business qui va donner de la valeur à des gens, puisque ces gens-là me payent. Donc, quelque part, c'est que je leur apporte quelque chose. Le problème, c'est que s'il y avait qu'un pays dans le monde, pas de problème, je resterais en France. Mais il y a plein d'autres pays, en fait, où tu es bien mieux accueilli. Donc, c'est plus attractif pour les entreprises. C'est beaucoup plus attractif. C'est beaucoup plus attractif. Et le marché est aussi plus gros. Et surtout, on a envie d'avoir ton business. Donc, en France, on a tous les talents, on a les meilleures écoles, on a un pays de dingue. Mais je pense qu'il y a trop de bureaucratie et cette taxe, cette chape des impôts, qui ralentissent notre compétitivité. Et j'espère que ça changera. Mais c'est vrai que, tu vois, si je devais remonter une boîte, je ne suis pas sûr que je le ferais en France. Ah, c'est vrai? Ouais. Ce sera plutôt, tu vois, aux États-Unis, parce que c'est pas du tout politique, c'est parce qu'il y a vraiment un élan pro-business un peu séculaire. Les États-Unis, ils vont pas... on dit, il y a les démocrates, il y a les républicains. Mais en fait, les deux partis sont pro-business. Le débat, c'est pas est-ce qu'on aime développer les entreprises, c'est sur d'autres choses. Donc, tu as toujours cette lame de fond. Tu sais que les politiques vont te soutenir quoi qu'il arrive. Après, il y a plein d'autres problèmes. C'est moins le cas en France, tu trouves ça? Non, parce que regarde, aujourd'hui, on nous dit tout le temps, faut taxer les super riches. Tu vois, moi, on pourrait dire, t'as gagné 500 000 euros, t'es un super riche. Ben non, en fait, tu vois, j'ai bien travaillé. Oui, c'est une très grosse somme, mais je me considère pas super riche. Et je vois pas pourquoi il faudrait que je sois mal vu. Parce que j'ai volé de l'argent à personne, tu vois. J'ai créé de la valeur, donc j'en ai capté une petite partie. Ça me semble normal, ça devrait être valorisé. Moi, je trouverais ça trop bien qu'on valorise les entrepreneurs. Je trouve qu'on ne fait pas assez ça. Tu n'étais pas encore entrepreneur. Tu étais, pour l'instant, quand tu étais à Trendline, tu gagnes 500 000 euros. Voilà. Et comment tu vas te dire, pourquoi tu vas te dire, tiens, je vais partir, je vais lancer mon business? Est-ce que tu pars sans avoir une idée de business, en te disant, tiens, je vais me lancer? Ou est-ce que tu as déjà l'idée, tu dis, tiens, j'y vais maintenant? J'ai pas d'idée de business. J'ai une liste de plein de choses qui me plaisent. Mais surtout, à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais juste prendre un petit peu de temps off. Je pars en voyage, sauf que c'était en mars 2020. Par où? Voilà, donc j'étais en Colombie. Et, tu reviens rapidement, du coup? Je reviens assez vite, avec un des derniers avions de Bogota, parce que on revient le 23, je ne sais plus à quel moment c'était, 23 avril ou mars, et ils coupent en fait, les liaisons aériennes entre Bogota et Paris. Et c'était le chaos total dans l'aéroport. Il y avait plein de gens qui campaient parce qu'ils n'avaient pas de billets. Tu vois. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un billet. On revient et on se dit, bon, de toute façon, maintenant, on est confinés, donc autant se mettre au travail. Et donc là, j'appelle Julien, mon pote que j'avais rencontré chez Youpies, et je lui partage ma liste et on la travaille un peu. Et assez rapidement, on se dit, mais attends, cette histoire de tableau financier, il y a quelque chose, ça nous plaît. Est-ce qu'on ne créerait pas juste le tableau de bord pour nous? Et donc on a créé un tableau de bord qui n'était pas encore finalisé à l'époque, mais on a posé les prémices de ça. Mais j'avais envie de créer une boîte, mais je n'avais pas spécialement d'idée. Et en fait, l'idée, elle est venue un peu naturellement en regardant les problèmes que j'avais. Et tous les gens qui me disent « Comment tu crées un business ?» Bon, regarde les problèmes que tu as dans ta vie
et résous-les, tu vois. Enfin, trouve-toi une solution. Et il y a des chances que d'autres gens aient le même problème. Tu fais ce tableau de bord, tu vas en parler à tes amis au départ, ils l'utilisent. Ouais, ils l'utilisent. C'est comme ça que tu vois ça fonctionne ou pas? Ouais, assez vite en fait. Je le partage et j'écris aussi une newsletter que j'envoie toutes les semaines où j'explique l'investissement. Et la newsletter c'était sympa, mais en fait assez rapidement je me rends compte que c'est pénible de lire un email, c'est technique, il y a une barrière à l'entrée. Et vu que le niveau d'éducation est assez faible, on a assez rapidement commencé à faire des vidéos. Et aujourd'hui, tu vois, on fait encore des vidéos sur notre chaîne. Et je pense que c'est un format qui est plus simple. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a vraiment une grosse soif d'apprendre. Tu sais, on dit l'argent c'est tabou, l'argent faut pas en parler. En fait, non, l'argent, c'est pas du tout tabou. C'est juste qu'on nous a appris qu'on ne devait pas en parler et on doit, comme par magie, s'en occuper. Mais c'est pas du tout le cas. Là, tu vois, sur nos vidéos, on fait 1 million de vues sur des vidéos de contenu en français, enfin de contenu financier en français. La preuve qu'il y a un intérêt. Mais donc, on fait cette newsletter, on la partage et on disait toujours dans la newsletter, voilà, si vous voulez suivre vos finances, téléchargez Finari. Et assez rapidement, tu vois, on se retrouve avec 300-400 personnes. Mais à l'époque, il n'y a pas de boîte, il n'y a rien. C'est vraiment c'est deux amis, tu vois, dans un salon. C'est la vérité si je mens, quoi. Franchement, il n'y a rien derrière. Et... bah, tu sais, en anglais, on dit fake it until you make it. C'est un peu ça, c'est que tu dois semblant avant de le faire. Tu dois un peu faire semblant parce que c'est normal. Mais en tout cas, on ne savait pas vraiment si on voulait en faire une boîte, mais on voyait qu'il y avait quand même quelque chose. Un attrait, ouais. Ouais, il y avait un petit attrait. Mais ce n'était pas évident, ce n'était pas comme si tu vois, les gens se battaient pour utiliser la plateforme. Mais les gens étaient vraiment intéressés. Et on se disait, c'est bizarre. Tu vois, ils connectent toutes leurs informations personnelles alors qu'ils ne nous connaissent pas. Donc ça, c'est quand même c'est un bon signal. Tu es seul avec ton ami que tu as rencontré à l'époque, là, Julien. Ouais. Vous allez monter cette boîte. Vous n'avez pas d'argent plus que ça. Enfin, tu as réussi à gagner un petit peu ta vie et tout, mais tu n'as pas soulevé 15 millions d'euros de fonds propres, hein, je veux dire. Comment tu as fait pour trouver 15 millions? Toi qui n'avais pas trop de contacts au départ, comment ça se passe? En fait, on a un coup de bol puisque... Donc il y a plein de gens qui utilisent le produit et un jour, on parle avec quelqu'un, je me souviens plus de son nom malheureusement, mais il nous dit « Ah tiens, vous devriez postuler à Y Combinator ». Et moi, Y Combinator en gros. Y Combinator, exactement. Et Y Combinator, Y Combinator, c'est quoi? C'est un incubateur par lequel sont passés Airbnb, Stripe, OpenAI, tu vois, le président de Sam Altman, le gars qui a fondé OpenAI, a été le président de Y Combinator. Qu'est-ce que c'est qu'un incubateur? En gros, c'est un programme qui dure 3 mois où des anciens entrepreneurs vont t'aider à accélérer le développement de ta boîte. Et donc, ils vont te donner de l'argent, donc ils vont devenir actionnaires, et après, pendant 3 mois, ils vont t'aider. Et en fait, le programme est très particulier, c'est très intense, ça se passe dans la Silicon Valley, et c'est un peu comme si tu étais sous stéroïdes. Et donc, tu as une espèce de compétition hyper saine qui s'installe entre toutes les boîtes du programme, qui viennent du monde entier. Hein. C'est pas que c'est vraiment des boîtes du monde entier. C'est un peu qui veut être mon associé, mais en version... C'est qui veut être mon associé, mais en vrai, ça. Tu vas voir des gens et ils sont d'accord, et ils t'accompagnent un peu pendant 3 mois. Ils t'accompagnent et ils te poussent, et surtout, c'est des gens qui ont déjà réussi avant. Donc, ils vont te dire, OK, ça c'est une erreur. Je pense que tu ne devrais pas faire ça. Ou là, tu devrais te concentrer sur ça. Je te conseille ça, ouais. Et donc, les mecs te poussent. Et vu qu'ils ont accompagné des Coinbase, des Airbnb... Gros succès. Ils ont des énormes succès à leur actif. C'est vraiment incroyable. Et donc, à ce moment-là, nous, on est pris. Et donc, on crée la boîte, parce il faut créer une boîte pour rentrer dans l'incubateur. Le programme dure 3 mois. Et à la suite du programme, on lève 2 millions d'euros très rapidement. Et quelques mois plus tard, on relève 12 millions d'euros. Et ça, c'est parce qu'on avait une bonne traction, mais c'est aussi parce que le programme est hyper prestigieux, donc on bénéficiait d'une aura, tu vois, assez forte. Donc vous allez aux États-Unis là pour bosser, pour préparer ça? Alors habituellement c'était aux États-Unis, mais c'était pendant le Covid, donc c'était en remote. Et en fait, on a fait un truc marrant, c'est qu'on est allé à Lisbonne, on a loué une maison. Vu qu'il n'y avait aucun touriste à Lisbonne, les prix de l'immobilier s'étaient effondrés. Et on a loué une maison en haut d'un promontoire. Il y a plein de petits promontoires à Lisbonne. Et pendant 2 mois et demi, on s'est mis en mode tunnel avec la petite équipe qu'on avait à l'époque. Et on codait en fait jour et nuit pour développer l'outil et faire le programme. Tu lèves 2 millions d'euros, puis on parle de Finari après, parce que là, on en parle comment tu l'as fait, puis après, on va expliquer exactement ce à quoi ça sert et comment ça fonctionne, surtout pour bien comprendre et matérialiser le sujet. Ça va être un gros succès, mais donc tu lèves 2 millions, puis 12 millions. Et pourquoi ça fonctionne si vite, si bien, d'après toi? Ça répond à un besoin? Je pense qu'on répond à un besoin. Tu vois, c'était l'époque... Le Covid, ça a poussé beaucoup de gens à investir. Il y a 1 million de Français qui ont commencé à acheter des actions. C'était un truc qui n'était pas arrivé depuis la bulle Internet, donc depuis les années 2000. Donc là, pour la première fois, il y a des gens qui se sont dit, tiens, j'ai de l'épargne, parce que tu sortais pas, tu étais chez toi, tu accumulais de l'argent sur tes livrets qui débordaient. Et en même temps, il y a la bourse.
Et la bourse a beaucoup chuté à ce moment-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Et donc, les gens se sont dit, généralement, c'est peut-être le moment de... C'est les soldes, en fait, on va investir. Et donc, ça a propulsé les gens dans l'investissement. Ils se sont dit, OK, j'investis. Et assez rapidement, le besoin de suivre s'est fait sentir parce qu'en fait, on peut faire l'exemple avec toi, tu vois. Tu as un compte bancaire, tu as peut-être un compte joint avec ta femme ou ton mari, tu as peut-être un PEA, une assurance vie, tu as peut-être un peu de crypto, tu as peut-être de l'épargne salariale. Et donc déjà, ça fait beaucoup de plateformes différentes. Et donc, tu as envie de centraliser tout ça. Et c'est exactement ce qu'on faisait. Donc ça répondait vraiment à un besoin dans un moment où il y avait un élan d'enthousiasme pour l'investissement. Tu vas faire un burn-out directement. En fait, quelques mois après, tellement que tu bosses, c'est intéressant de comprendre ça avant de vous expliquer le sujet, parce que voilà, on passe par là quand on est entrepreneur, par des phases hautes, par des phases très basses, etc. Comment tu ressens, comment ça se matérialise un burn-out? Ouais, tu vois, c'est drôle parce que je crée la boîte le 24 décembre 2020. Le 24 décembre? Le 24 décembre, le jour de Noël. Le décembre 2021, je signe pour 12 millions d'euros. Et vraiment, je suis malheureux comme une pierre parce qu'en fait, c'est trop dur, tu vois. Je sais pas, j'ai trop de pression. J'ai l'impression d'être, tu sais, j'ai un syndrome de l'imposteur, en gros. Je pense que c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs ont parce que tu te demandes pourquoi c'est moi qui suis au centre de l'organisation. Parce que mes employés, en fait, sont très intelligents. Pourquoi tout le monde me valorise tout d'un coup? Et donc, j'ai un syndrome de l'imposteur très fort et j'ai aussi une pression qui est énorme parce que je me dis, OK, en fait, moi, je voulais juste créer mon petit tableau de bord. Et là, on m'a donné 15 millions d'euros, donc c'est pour de vrai, quoi. Il va falloir y aller, il va falloir délivrer des résultats. Donc tout ça s'accumule et j'étais pas du tout équipé pour prendre cette charge émotionnelle. Ça ressemble à une dépression un peu, là, comme ça. Ouais, c'était un petit peu une dépression, mais je suis allé très vite, très bas. Et en gros, je me souviens, j'ai dit à Julien, franchement, là, moi, je peux pas continuer, en fait, si je change pas quelque chose. Et j'avais parlé avec un ami à ce moment-là qui avait traversé un truc similaire. Il m'a dit, écoute, moi, je me fais coacher par un gars. Tu devrais aller le voir. Peut-être que ça t'aidera. Et donc, je suis allé voir ce coach que je vais voir encore aujourd'hui. Mais coach de quoi? Coach, c'est un coach psychologue un peu? Ah non. C'est un mix entre un psychologue et quelqu'un qui va t'aider vraiment pour des problématiques très, très business, très concrètes. Tu vois, par exemple, j'ai un problème avec un salarié ou alors j'hésite entre lancer tel produit et tel produit. Mais il va aussi gérer les aspects de ta vie privée parce qu'en fait, ta vie privée et ta vie personnelle, tu le sais, c'est très lié quand c'est ta boîte. Et donc, cette personne va vraiment démêler beaucoup de choses dans la tête et m'aider à repartir. Et je pense que c'est un truc... j'aurais aimé, en fait, faire ça plus tôt. Et c'est un truc que tout le monde devrait faire. C'est vraiment de l'hygiène de vie que d'avoir quelqu'un à qui parler, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit... Peu importe, tu vois. Mais ça t'aide, ça te décharge. Et il n'y a aucune raison de porter un espèce de poids avec toi. Et c'est assez marrant parce que quand j'en parle avec les gens, souvent, tu vois, on stigmatise, on dit « Ah oui, en fait, c'est un psychologue » ou alors « Ah oui, en fait, t'es déprimé ». Alors, j'étais déprimé à l'époque, mais je ne le suis plus du tout. Et c'est normal. Et quand tu rencontres un peu par exemple, tu prends Federer ou les grands sportifs, ils ont tous des coachs. Mais le coach, il lui apprend pas à jouer au tennis. C'est un coach purement mental. C'est du soutien. Donc, je pense que tout le monde devrait avoir un coach. Parce que moi, j'ai pas envie de raconter mes problèmes à mes potes. J'ai envie de m'amuser avec mes potes. Et j'ai envie de raconter mes problèmes à un gars que je paye et qui est obligé de m'écouter, de toute façon. Donc, tu vois, il est très content. T'es obligé de passer un mauvais moment, mec. Voilà, je te paye pour ça. Exactement. Donc, remercie-moi. Non, mais il est très content. Et surtout, il t'apporte des clés. Et tu dis, franchement, je me souviens, j'ai fait les premiers rendez-vous pendant 2 mois. Je sortais du cabinet et franchement, j'avais une épiphanie. Mais comment ça s'appelle, son métier? Ça s'appelle coach. Coach business? Ouais, coach, tu vois. C'est un coach, c'est un gars qui a une formation de psychologue aussi. Et alors c'est un peu fou parce que forcément dans ce milieu-là, il y a plein de charlatans, tu vois, on va t'apprendre, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais dans cette masse, il y a des gens qui sont exceptionnels. Et surtout quand tu regardes les gens qui ont du succès, tu vois quand même que souvent, ils se font accompagner. Mais il donne des conseils, mais il a déjà fait quelque chose, lui? Bah, il a monté un business de coaching, pour le coup. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'en gros, là, là, un coach, tu sens au bout d'un moment qu'en fait, tu vois, c'est comme je sais pas, quand t'es enfant, tu changes de paire de chaussures régulièrement parce que tu changes de pointure. Là, c'est un peu pareil, tu vois, t'as besoin de changer de coach parce que t'as plus les mêmes problématiques. Et donc, effectivement, là, en ce moment, on a eu la conversation avec mon coach, d'ailleurs, qui sera ravi qu'on en parle ici sur Légende. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a monté un business parce que je sens un gros business, tu vois, je sens que c'est quelque chose qui manque dans nos discussions. Et donc, on est en train de chercher. Donc, il m'aide d'ailleurs pour trouver le suivant. Pour trouver le suivant. Ouais, il passe le bâton, tu vois.
Donc c'est une relation assez C'est spéciale. saine, assez saine aussi. Ouais, hyper saine, hyper transparente. Finari, comment ça fonctionne? Tu ouvres ton application. C'est une appli, c'est sur. Moi, je l'ai mis sur iPad là pour. Sur iPad, sur ton téléphone, sur finari.com. Est-ce que tu veux qu'on le montre sur ton téléphone? Parce qu'il y a une option qui est géniale. C'est-à-dire que si vous voulez montrer Finari, donc vous reliez en gros vos comptes, c'est ça. Hein. Ils vont te dire à quelle date tu as SFR qui te prélève 29 € par mois, à quelle date tu as EDF qui vont te prélever 50 €. En fait, comment ça se fait ça? Comment ça marche? En gros, tu vas connecter tes comptes via Tes comptes de quoi? tes comptes bancaires. Juste les comptes bancaires? Non, tu peux tout connecter. Si tu veux, je te montre. Avec plaisir, ouais, ça sera plus simple. Yes. Alors, je vais essayer de le décrire au mieux pour vous tous si vous nous écoutez en podcast et que vous n'avez pas l'image. Voilà, en gros, fond noir, application. Donc là, il y a les petits points en haut, c'est parce que tu as un bouton en haut à droite qui permet de cacher les sommes. Effectivement, tu peux flouter les sommes. Ouais. Pour montrer à tes potes les courbes, ou montrer à des amis, voilà, les investissements que tu as fait, si tu as acheté un peu de ci, un peu de ça, etc. Tu as peut-être envie de dire certaines choses à tes amis, tu vois, mais Pas bête. pas forcément les montants. Ou de regarder dans le métro, tu vois, quand tu es dans un lieu public. Donc là, j'ai pris un compte démo, D'accord. mais l'idée, c'est de montrer ce que tu peux faire. Donc tu vois, là, typiquement, on voit les performances, tu vois la valeur de ton patrimoine qui évolue, tu vois la performance sur un an, tu vois aussi... Tu vois si tu as gagné de l'argent, si tu as plus de patrimoine qu'il y a un an. Exactement, ce qui est quand même le principal. Après, quand tu vas vraiment dans ton portefeuille, tu as tous tes comptes, tu vois, qui sont connectés. Donc là, sur ce compte, qu'est-ce qu'on a connecté? Tu vois, on a connecté du Wise, on a connecté du Hello Bank, du CIC. Et donc, c'est des comptes qui sont vraiment synchronisés. Donc, tu vas te connecter de façon sécurisée sur la plateforme. Et Tu vas connecter ton compte bancaire. tu vas connecter ton compte bancaire, mais sans rentrer tes identifiants, en fait, dans la plupart des cas. Donc, tu vas aller sur Finari, tu vas dire « je veux connecter », on va dire « Revolut ». Ensuite, ça va t'ouvrir l'app Revolut, tu vas dire « valider la connexion ». Et hop, ça apparaît sur Finari. Et du coup, nous, ce que ça nous permet, c'est d'afficher le solde de ton compte et surtout de récupérer toutes tes transactions. Et donc ça nous permet ensuite de dire combien tu dépenses. Et donc là, on va scanner tous tes abonnements. Donc là, on voit un calendrier, Un de calendrier. 1 à 31, comme sur un calendrier classique là. Classique. Mais il y a des petits points avec Il y a des des petits couleurs. points. Et donc, tu vois, là, par exemple, j'ai découvert que le Spotify, j'avais un débit Spotify sur ce compte le 15 de chaque mois. Le 18, j'ai un SFR. Et l'idée, c'est de te dire, est-ce que tu sais vraiment où va tout ton argent? Parce que de temps en temps, tu vas faire des dépenses. Et tu sais, les abonnements, en moyenne, un Français, 10 abonnements, 40% qui ne sont pas utilisés. Ah, c'est vrai. Ouais, Énorme. Ouais, c'est une vraie stat. Donc, tu vois, 40%, 10 abonnements. 10 abonnements. Ça va vite en fait. Ça va vite. En vrai. EDF, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on va dire c'est 20 ou 15 € par abonnement, tu vois, et c'est des petites économies. Et l'idée, c'est de dire, tu peux faire des petites économies à droite, à gauche, et en fait, cet argent-là, tu peux en faire ce que tu veux, mais nous, évidemment, on va t'aider après à l'investir, parce qu'on veut que tu mettes ton argent au travail. Si tu n'investis pas, en fait, ton argent, quelque part, tu vas perdre du pouvoir d'achat. Donc, l'objectif de l'app, Avec l'inflation. avec l'inflation chaque année de 2, 3%, 4%, Ouais, tu vois. finalement, vous perdez 2, 3, 4% si ça n'a pas été investi quelque part. L'année dernière, il y a eu une inflation de 2,5%. Donc, si tu n'as pas fait une performance de 2,5%, Tu as perdu de tu l'argent. as perdu du pouvoir d'achat. Ouais. Mais sur ton compte, il y a toujours marqué le même montant. C'est juste que l'argent que tu as sur le compte Vaut achète moins moins de cher, choses. ouais. Bah ouais. Ça, c'est un concept qui est un peu bizarre, mais l'idée vraiment, c'est de te dire, on va scanner tes abonnements pour te rendre du pouvoir d'achat, et ensuite, tu peux réinvestir cet argent et donc le faire travailler. C'est instantané, tu mets ton compte bancaire ou est-ce qu'il faut que ça mouline un peu et tu reviens le lendemain avec... Non, c'est instantané, ça récupère le compte, ça prend peut-être 1 minute le temps de tout synchroniser, et après, tu as vraiment toutes les données qui s'affichent automatiquement. Hyper bien ça. Ouais. Est-ce que tu peux par exemple arrêter un abonnement via l'application? Non, c'est juste pour te Pas encore. dire... Pas encore, mais on y réfléchit, tu vois. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour te simplifier la vie. Nous, notre vision à la base, c'était de dire, on veut faire tomber les barrières qui empêchent les Français d'investir, et donc on veut créer la plateforme qui leur permette de gérer leur argent. Et donc ça, tu vois, ce serait typiquement une idée qu'on pourrait implémenter. Pour finir sur l'application, parce qu'on est reparti vite, mais donc là, tu as montré le calendrier, tu as montré les courbes, mais Ouais. par exemple, il n'y a pas que la bourse. Par exemple, moi, j'ai essayé, je me suis amusé avec une autre application, on avait découvert ici, j'avais acheté quelques actions, j'ai mis 100 € sur 100 € total, et j'ai acheté 20 balles par-ci, 10 balles par-là pour essayer, parce que je ne connais pas du tout. Mais est-ce qu'on peut mettre d'autres choses? Tu disais, on peut mettre, par exemple, si on a acheté une montre, si on a acheté une moto, si on achète une voiture, on peut la rentrer, comme ça on voit son patrimoine, son appartement, par exemple, on peut mettre un appartement? Tu peux mettre un appartement, tu vois, typiquement, pour prendre l'exemple des montres, parce que je pense que c'est assez parlant, on va dire, tiens, que tu as envie d'ajouter une montre. On va dire que tu aimes bien les Rolex. Et tu vois, la Rolex Datejust 41, tu peux dire combien tu l'as acheté. On va dire que tu l'as acheté 10 000 €. Tu as la boîte d'origine, le certificat. Elle n'est jamais portée. Et en fait, une fois que tu l'as ajoutée, tu vas pouvoir valider
l'ajout. Et donc, nous, on va pouvoir l'estimer. Et Instantanément on va instantanément l'estimer. Exceptionnel. Et on va te dire combien vaut ta montre à l'instant T, tu vois. C'est génial. Alors, ça marche. OK, là, tu es en train de nous décrire le portefeuille de quelqu'un qui est aisé, qui a quand même de l'argent pour s'acheter une Rolex, un appartement, etc. Tu es salarié d'une boîte ou tu es ouvrier, tu as juste ton salaire et tu as un loyer, par exemple, avec tes dépenses. Est-ce que ça a un intérêt? Je pense que ça a un intérêt parce que qu'est-ce qui va faire que tu pourras investir ou pas? C'est ton budget et ta capacité à économiser plus que tu ne gagnes, tu vois. Donc, si tu gagnes plus que tu ne dépenses, tu peux mettre ton argent au travail. Donc, nous, ce qu'on te permet, et c'est ça le point d'entrée souvent, c'est gère déjà ton budget. Et ensuite, à mesure que tu vas investir, tu vas pouvoir ajouter tes actifs. Et après, effectivement, les montres, tu vois, c'est un extrême. Mais aujourd'hui, la plupart de nos utilisateurs, c'est des gens qui sont lambda, qui bossent dans des boîtes, tu vois. Il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont des ouvriers et qui débutent. Il y a même plein d'étudiants qui l'utilisent parce qu'ils se disent, moi, j'ai envie de prendre la bonne habitude tout de suite. Dès que je commence, à 18 ans, moi j'ai un petit job étudiant, boum, je commence à mettre Finari et je prends la bonne habitude de suivre, d'épargner et donc de mettre mon argent au travail. C'est gratuit de télécharger l'appli, tout ça? Ouais, l'appli, elle est gratuite et si tu veux connecter 2 comptes et l'utiliser, tu payes rien. Si tu veux aller au-delà, tu vas payer un abonnement et donc on a plusieurs formules qui dépendent un peu de ton patrimoine. Mais en gros, ça va te coûter une douzaine d'euros par mois pour accéder à toutes les fonctionnalités. Parce que tu peux même mettre le compte de ta boîte, par exemple. Tu peux mettre le compte de ta boîte. En pro. Et tu peux mettre les deux, pro perso sur le même truc. Bien sûr, tu peux avoir les deux en parallèle. Et ça, c'est hyper pratique parce que, tu vois, typiquement, si il se trouve que tu as ta société, ta holding, tu as peut-être envie d'avoir les comptes de ta société, mais tu n'as pas envie de le mélanger avec ton patrimoine. Et ta société a peut-être aussi des investissements. Donc, l'idée, c'est de tout regrouper. Et tu reviens à l'idée du tableau de bord. Et en fait, notre credo, ça a toujours été que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Et si tu ne suis pas, tu ne peux pas traquer ton patrimoine. Ça s'écrit Finary, si vous le cherchez. Je vous mettrai le lien si vous voulez télécharger Finary directement en description podcast, description vidéo. Vous verrez, en dessous sur YouTube, vous aurez la description aussi. Important, juste tu disais, on va vous proposer d'acheter des choses. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que tu es intéressé sur ça? Pourquoi Est-ce que tu peux expliquer les investissements que tu proposes? Aujourd'hui, on propose d'investir en crypto. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle des investissements programmés. Moi, je ne crois pas au trading. Donc, je ne suis pas une app pour traders. Je suis une app pour les gens qui pensent que la crypto, ça va monter en valeur sur les prochaines années et qui veulent en acheter un petit peu de temps en temps. Et donc, tu peux acheter du Bitcoin, du Solana, de l'Ethereum, enfin les grands classiques. Et surtout, tu peux faire des investissements tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et là, on vient de lancer notre deuxième produit, qui est l'assurance vie. L'assurance vie, c'est le contrat préféré des Français. Il y a 40 millions de contrats en France. Il y a 18 millions de Français qui ont un contrat. Putain. Donc, c'est énorme. Il y a 1900 milliards dans les contrats d'assurance vie. C'est vraiment gigantesque. Et on a lancé un contrat. Qu'est-ce qu'une assurance vie, pardon, en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est une enveloppe d'investissement qui te permet de mettre plein de supports. C'est un compte, ouais. Et donc, tu vas pouvoir investir en ETF, notamment, qui sont des fonds actions, obligataires. Enfin, tu as plein de choses. Tu peux aussi investir en actions, en SCPI. C'est juste une enveloppe. Et l'enveloppe va te donner des avantages fiscaux. Donc, tu vas payer moins d'impôts. Et tu vas avoir des avantages au niveau de la transmission. Donc, quand tu vas transmettre ton patrimoine à tes enfants, tu vas avoir moins de droits sur la transmission. Et ça, c'est important. Quand tu meurs, quoi. Voilà, quand tu meurs. Pas la transmission. Ça s'appelle assurance vie, mais ça s'appelle assurance vie, mais en fait, c'est un très mauvais nom, parce qu'en fait, c'est juste une enveloppe d'investissement. Mais nous, notre enveloppe, on l'a faite avec vraiment l'ADN Finary, c'est-à-dire, c'est hyper simple. On va pas te raconter, tu vois, il n'y a pas de jargon compliqué. Et surtout, on a mis les frais vraiment au plus bas. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est les frais que tu payes à tes conseillers, c'est de la performance en moins dans ta poche. D'ailleurs, si tu veux, on peut faire un code, peut-être pour donner un coup de pouce à ceux qui nous regardent. On peut faire un code qui donnerait 20% sur l'abonnement, avec le mot légende. Donc, il faudra juste aller sur finary.com et au moment du paiement, tu mets le code légende. Ok, très bien. Voilà, il y a le lien, si vous voulez télécharger sous la vidéo, puis vous aurez 2 mots offerts. Pourquoi? Pour un abonnement, pour essayer un truc un peu plus complet. Pour vraiment débloquer toutes les fonctionnalités de l'application et vraiment voir si ça vous plaît. C'est le meilleur moyen, de toute façon, de savoir si ça vous plaît, c'est de l'essayer, en vrai. Exactement. Je vais y aller dessus, moi. Je vais essayer. Je trouve que c'est vachement bien. Je pense que j'ai un nombre d'abonnements qui doit être assez flippant. Et je pense que vous tous, on a tous des choses, en vrai, ici dans le studio qu'on n'utilise pas. Donc, c'est assez intéressant, ne serait-ce que déjà pour refaire un check-up de ses comptes et se dire, OK, ça, c'est trop, ça, c'est trop. Même, est-ce que, par exemple, tu peux voir combien tu payes d'assurance? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai plusieurs assurances. J'ai la voiture, tu vois, c'est bête, mais l'habitation, la moto, machin, l'emprunt, exactement. Est-ce que tu as un check-up complet des assurances et ça te dit, voilà, vous payez tant d'assurance par mois? Ouais, parce qu'en fait, l'assurance, c'est un paiement qui a lieu tous les mois, donc on va te l'afficher sur le calendrier. Donc, tu vas pouvoir te dire, est-ce que vraiment, ça, c'est une bonne assurance ou est-ce que j'ai besoin de payer autant? Mais l'idée, c'est de donner l'information
Et après, tu vois, à toi de passer à l'action, mais l'information, la plupart des gens ne l'ont pas, tu vois, parce qu'ils prennent pas le temps de se poser 2 minutes pour au moins faire le point. Alors que c'est des sommes importantes, tu vois, les assurances, ça coûte très très cher chaque année. Tu parlais tout à l'heure, on en a parlé un petit peu rapidement au début de l'émission. On va faire tu peux faire une analyse des comptes des politiques. Tu nous as proposé de le faire. Alors, on a préparé les comptes d'Emmanuel Macron, qui sont officiels, hein, comme ça t'a permis. C'est toi qui as scanné, hein, c'est ça, tu as scanné chez toi. Et c'est toi qui nous as envoyé aussi François Bayrou, par lequel tu veux qu'on commence. On peut commencer par François Bayrou, parce que je pense qu'il est d'actualité. Alors, tu m'as envoyé la même chose, tu m'as envoyé les chiffres que tu as trouvés, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est assez intéressant parce que François Bayrou, c'est vraiment le politique de carrière, tu vois. Ça fait 40 ans qu'il fait de la politique. Et il a gagné à peu près 2,5 millions d'euros de salaire. Et tous ces salaires sont publics. Et il a profité d'un truc qui s'appelle le cumul des mandats. Donc il a été maire, il a été en même temps, tout. Il a été ministre. Le cumul des mandats, c'est de pouvoir faire plusieurs fonctions en simultané. En simultané, avec plusieurs salaires. C'est génial quand même, c'est pratique, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on fasse plusieurs jobs en même temps. Là où ça me dérange, c'est quand c'est de l'argent public. Et j'ai pas de problème avec François Bayrou spécifiquement, mais je trouve qu'il faut quand même qu'il faut être transparent, tu vois. Et donc, on s'était rendu compte qu'il n'était pas si mauvais investisseur que ça, tu vois. Il a acheté notamment il a acheté un appartement dans le 7e, rue Claire. Il a fait une très grosse plus-value dessus. Un appartement qu'il a acheté à moins de 200 000 euros. Aujourd'hui, il vaut plus de 600 000 euros, donc très très belle affaire. D'ailleurs, il habite dans la rue de Brigitte Macron. Prix d'achat, 179 890 euros. Valeur actuelle, 671 400, plus 270%. Il a acheté il y a des années. C'était à l'époque, tu pouvais acheter un appartement dans le 7e pour une bouchée de pain. Enfin, ça paraît fou. Il a aussi acheté une maison dans son village natal. Tu sais, les politiques aiment bien montrer de l'ancrage natal. Je ne sais pas si tu te souviens, Chirac, qui disait qu'il avait un pommier dans son jardin. En Corrèze, non ? Ouais, en Corrèze. Alors que Chirac, il est né dans le 6e. Donc bon. C'est une maison à bord d'air, avec une écurie. Et par contre, il vient vraiment de ce coin-là. Et pareil, il a fait une très belle affaire en réalité, puisque je crois qu'il a acheté aux alentours des 400 000. Alors tu nous as donné les chiffres, 65 000. Mais il a mis pas mal de travaux dessus. Truc de fou. 65 357 euros, valeur actuelle, et 650 000 x 10. Après, peut-être qu'il a fait 300 000 euros. Après, il a mis pas mal de travaux, je pense. Il a beaucoup rénové. Mais en tout cas, tu vois, ça te montre qu'il a un patrimoine aujourd'hui qui est aux alentours de 1,5 million d'euros. Ce qui est quand même pas mal, mais ce qui est plutôt normal quand tu as gagné autant d'argent dans ta vie. Et surtout, il a été politique. Donc quand tu es politique, tu as un chauffeur, tu as quelqu'un qui te fait la cuisine. Des avantages. Tu as plein d'avantages. En fait, tu payes rien, tu vois. Donc, c'est les restos le midi. Les 10 000 euros par mois de salaire de premier ministre. C'est de l'argent de poche. C'est de l'argent de poche. On va analyser les comptes d'Emmanuel Macron, président, si tu veux bien. Alors, tu as pris les chiffres officiels et tu voulais les expliquer, si tu veux. En fait, peut-être pour ceux que ça intéresse, tu peux aller sur un portail qui s'appelle la Haute Autorité pour la Transparence dans la vie publique. Et tu vas sur le site de la HATVP. Et là, tu vas voir toutes les déclarations, y compris celles de M. Macron ou celles de François Bayrou. Et le problème du patrimoine de Macron, c'est que quand tu le regardes, tu dis, mais en fait, il manque un zéro. Il a à peu près 350 000 euros, un peu plus, 380 000 de mémoire. De patrimoine total. De patrimoine total. Mais il n'a pas une maison au Touquet ? Non, c'est sa femme. C'est Brigitte qui a cette maison, qui elle vient d'une famille assez riche, qui est la famille Trogneux, qui est une grosse famille locale. Macron, il n'avait pas une famille spécialement aisée. Par contre, il a été banquier chez Rothschild. Je ne sais pas si tu te souviens, ça a fait un peu un scandale. Et il était rentré directement associé, ce qui est très rare. C'était jamais arrivé dans l'histoire de Rothschild de rentrer associé aussitôt. Ensuite, il a fait un très gros deal. Il a fait le deal Pfizer, qui est un gros laboratoire. Il a gagné 2,5 millions d'euros en quelques années, en 3-4 ans. Et donc, c'est un peu bizarre quand tu te dis, tu as gagné 2,5 millions d'euros et après, il te reste 380 000 euros de patrimoine. Et surtout, en fait, son patrimoine, c'est le patrimoine d'un Français typique parce qu'il y a 40% sur les livrets. Sur plein de livrets, tu vois. Ils sont passés où les 2,3 millions qui manquent ? Je sais pas, il faut aller demander à l'Élysée, tu vois, mais je ne sais pas. C'est intéressant, ça. Et quand ils déclarent leurs chiffres, ils n'ont pas peur que ça se voit ? C'est ça qui est étonnant. Et ce qui est un peu dommage, c'est que qu'est-ce qui serait passé dans l'opinion publique si Macron avait dit qu'il avait 10 millions d'euros ? Peut-être que ça aurait été mal vu aussi. Mais il y a des politiques qui ont des millions d'euros. Oui, bien sûr. Valérie Pécresse a quasiment 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Jean-Luc Mélenchon aussi, je crois qu'il a un gros patrimoine. Jean-Luc Mélenchon est millionnaire. Il a un appartement, tu vois, très gros appartement vers Bastille, de mémoire. Donc, Marine Le Pen aussi, tu vois, un gros patrimoine. Mais c'est plutôt normal, parce qu'en fait, ces gens-là ont gagné beaucoup d'argent. Et puis aujourd'hui, 85 mètres carrés dans Paris, c'est 1 million d'euros. C'est 1 million d'euros. Dans le centre de Paris. Et tous ces gens-là l'ont acheté il y a 30, 40 Exactement. ans. Donc, bon, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant.
Et je pense que ça a créé un peu de défiance. En tout cas, quand c'était sorti, ça avait fait un peu rigoler parce qu'on s'était dit, bon, on ne sait pas vraiment où est passé l'argent. Soit il a vraiment fait n'importe quoi. Peut-être qu'il a aussi financé sa campagne. C'est aussi une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que les deux patrimoines, et j'ai analysé les patrimoines de tous les politiques, tous les candidats, notamment aux dernières élections présidentielles, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'investisseurs très chevronnés. Et ça, c'est assez problématique pour moi parce que ces gens-là vont voter les lois qui vont tous nous impacter. Et donc, ils vont pas, vu que c'est pas Sur l'investissement, sur les impôts. C'est pas des entrepreneurs, tu veux dire. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Et donc, c'est difficile de voter une loi quand on ne connaît pas. Et ça peut mener à des choses, à des décisions un peu, tu vois, arbitraires. Et donc, aujourd'hui, le cadre juridique en France, il n'est pas vraiment pro-investisseur. En partie parce que je pense que les politiques ne sont pas eux-mêmes investisseurs. Tu as fait un livre qui s'appelle Investir pour être libre, voilà, First Edition, Mounir Lagoun, donc chez First Edition. 9 étapes pour atteindre l'indépendance financière, avec un joli col roulé, un fond gris si vous cherchez le livre. Je vous mettrai le lien en cliquable, vous pouvez le prendre directement sous la vidéo et en podcast. Juste, tu voulais parler de la pyramide patrimoniale. On va l'afficher à l'image. Est-ce que tu peux nous décrire et nous expliquer à quoi ça sert, pour comprendre? En fait, je me suis rendu compte que, tu vois, en parlant avec plein d'investisseurs, ils ne savaient pas vraiment par où commencer. Et donc, ils me disaient, voilà, moi j'ai fait ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Et donc, l'image de la pyramide, je l'ai trouvée assez intéressante et donc, c'est assez simple. Je ne suis pas Illuminati, hein, c'est vraiment, c'est purement une image. On va commencer par en bas et on va remonter sur. Exactement. La pyramide, ça se construit par le socle. Et l'idée, c'est de dire, d'abord, tu as un matelas de sécurité. Tu as 10% de ton patrimoine, en gros, que tu vas mettre de côté pour les coups durs. Tu perds ton emploi, tu as un problème médical. Covid. Tu as le Covid, voilà. En tout cas, il se passe quelque chose d'un peu grave. Tu as envie de pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Et donc ça, c'est de l'argent typiquement que tu vas placer sur ton livret A. C'est pas grave, tu vas perdre un peu de pouvoir d'achat, mais au moins, tu es tranquille. Pas risqué. Pas risqué. Et la règle que je donne, généralement, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Donc si tu as Finaris, parfait, tu regardes combien tu dépenses tous les mois, tu multiplies par 3 si tu es plutôt serein. Si tu es très stressé, tu mets 6 mois. Mais au-delà, c'est pas vraiment nécessaire. Donc il y a 10% de matelas de sécurité. 10% de matelas de sécurité. Ensuite, tu montes d'un étage et là, tu as vraiment les deux moteurs de ton patrimoine. 80%, c'est d'une part l'immobilier, l'investissement préféré des Français, la pierre, on aime bien, ça nous rassure, et la bourse. Et je pense que la bourse, c'est pour le coup un investissement qui n'est pas très bien compris, alors que c'est extrêmement intéressant. Et surtout, c'est beaucoup moins risqué qu'on y croit. Donc ça, c'est la pyramide patrimoniale, c'est vraiment l'argent que tu mets quand tu as déjà payé ton loyer, déjà payé tes frais de bouffe, etc. C'est l'argent qui te reste, en fait. C'est l'argent qui te reste. En fait, tu peux pas... L'investissement, d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans le livre, ça sert à rien de commencer à investir si tu dépenses plus que tu ne gagnes. Si tous les mois, tu es dans le rouge, en fait, il va déjà falloir régler cette situation. Peut-être qu'on va pouvoir t'aider en annulant des abonnements, etc. Mais en tout cas, une fois que tu es passé dans le vert au niveau de tes comptes, c'est là que tu commences à faire travailler ton argent. Et donc, tu as fait ton étage principal avec immobilier et actions. Et ensuite, tu as la crypto au-dessus. Généralement, je recommande de mettre 5% de son patrimoine pour tester. Là, il ne faut pas partir dans les trucs fous. Tu fais Bitcoin, peut-être Ethereum si tu as envie. Ça suffit. Et ensuite, les 5% restants, tu vois, ça peut être les montres dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi les cartes Pokémon. C'est tous les objets de collection qui t'intéressent. C'est les investissements passion. Mais l'idée, c'est pas que d'être purement un financier, c'est aussi d'avoir des choses, tu vois, un peu à côté, quoi. Ouais, qui te font kiffer, qui t'aiment bien. Qui te font kiffer. Tu vas pas forcément gagner de l'argent avec, mais au moins, si t'en perds, ça fait que 5%, donc c'est pas très grave. Peut-être, Médée, tu parlais de s'enrichir avec la dette. Tu dis, on entend toujours ce mot, la dette. La dette, c'est quoi? En fait, c'est un crédit, finalement? La dette, c'est juste la banque qui te donne de l'argent, et toi, tu vas pouvoir acheter quelque chose. Donc, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle un levier. Tu vas, par exemple, mettre 10 000 euros d'apport, et la banque va te prêter 90 000. Tu vas pouvoir acheter un appartement à 100 000 euros, mais et si tu mets un locataire dedans, le locataire va rembourser ta banque. Et donc, tu vois, progressivement, tu vas récupérer des parts de l'appartement, et à la fin, on va dire, à la fin de ton crédit, si tu le revends que pour 100 000, la richesse que tu auras créée, les 90 000 supplémentaires, c'est pas toi qui les as mis, ça vient de ton locataire, donc c'est ça l'effet de levier. Donc, ça, c'est de la bonne dette. Après, il y a la mauvaise dette. C'est quoi? C'est le crédit à la consommation. C'est tout ce qui pousse vraiment c'est tout ce qui est court-termiste avec des taux très élevés. Donc, si vous êtes au supermarché et qu'on vous dit, tiens, vous pouvez financer cet achat à crédit, ça, c'est de la mauvaise dette. Toi, tu penses que le système des retraites ne va pas tenir? C'est vraiment un truc, tu reviens dessus nombreuses fois, tu dis, il faut investir parce que nous, on n'aura pas les retraites. Moi, je pense que le système des retraites va imploser. Tu crois que c'est possible que l'État, à un moment donné, dise, les retraites, allez, c'est terminé? Ça me paraît impossible. Tu vois. Alors peut-être que petit à petit, baisser ou de plus en plus tard, oui. Mais tu crois qu'ils peuvent arrêter? Je vais te poser une question. Le système des retraites, il date de 1945. C'était quoi, selon toi, l'espérance de vie
en 1945, 60 ans. c'était 65 ans. 65. 65. Et l'âge de départ à la retraite, à l'époque, c'était 65. Parce qu'en fait, c'était l'équivalent de l'espérance de vie. Et l'idée du système des retraites, c'était que c'était un espèce de complément, tu vois, pour bien finir ta vie. Là, aujourd'hui, c'est quoi l'espérance de vie, selon toi ? Ça doit être 79, 90 pour les femmes-hommes. Ouais, c'est 80, tu vois, c'est après 80. L'âge de la retraite, aujourd'hui, c'est 64 ans. Donc, en fait, on a baissé l'âge de départ à la retraite, alors qu'on a gagné en 15 ans d'espérance de vie. Donc, tu vois, c'est mathématique. Le système, il peut pas tenir, parce que, en fait, c'est nous, les actifs, qui payons pour les retraités. Donc, ça, c'est juste un fait, et je pense que les politiques ont une grande responsabilité dans cette histoire, parce qu'ils racontent une illusion que ça peut tenir, tu vois. Ça peut tenir, on nous dit même qu'on va rebaisser l'âge de la retraite, alors qu'on a déjà l'âge de départ à la retraite le plus bas d'Europe. Les Allemands, c'est 67 ans, les Italiens, c'est 67 ans. Nous, c'est 64, et on parle même de revenir à 60, tu vois. C'est complètement fou. Le problème de tout ça, c'est que ça ne va pas tenir, parce qu'il n'y a pas assez d'actifs pour payer pour les retraités. Donc moi, en fait, ce que je constate, et ce que j'encourage tout le monde à faire, c'est que, vu que les politiques nous ont mis dans une situation qui est très difficile, chacun doit se faire sa retraite. Et la meilleure façon de prendre en main ta retraite, c'est de te la créer pour toi-même. Et donc d'investir dès maintenant, le plus tôt possible. Et ça, c'est plutôt facile. Ça, tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir la validation. Pour terminer, il y a des rumeurs sur l'investissement. Je voulais t'en poser une ou deux, mais juste qu'on prenne 2 minutes sur ça. Une des rumeurs sur ça, c'est « je n'ai pas le temps de m'occuper de mon argent ». Il y en a qui posent, qui disent « tiens, je n'ai pas le temps, comment est-ce que je peux quand même gérer ?» Qu'est-ce que toi, tu peux en dire de ça ? Moi, je pense que ça me paraît vraiment complètement absurde de ne pas prendre le temps pour gérer ses finances. Il faut vraiment le faire. Tu vois, on passe 14 000 heures dans le système scolaire français. 14 000 heures. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On a, je pense, 1 heure de cours d'éducation sexuelle et on a 0 minute de cours d'éducation financière. Et je pense que, du coup, le fait que les gens ne prennent pas le temps aujourd'hui, ça vient de là. Donc, peut-être qu'une solution, ce serait de mettre des cours. Mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les cours, au moins, prenez 1 heure tous les mois pour faire 2 choses. D'une part, votre budget. Combien vous avez gagné ? Combien vous avez dépensé ? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être optimiser ? Est-ce que vous avez vraiment besoin de faire toutes les dépenses ? Moi, il y a un budget que j'aime bien, c'est de dire, tu fais un 50-30-20. 50% pour les dépenses obligatoires, ton loyer, ton électricité, tes assurances, ta nourriture. 30% pour le plaisir, tu vas boire des verres avec tes potes, tu pars en vacances. Et 20% pour l'investissement. Donc ça, tu vois, c'est un bon modèle. Donc tu prends une demi-heure pour faire ça et une autre demi-heure pour regarder où tu en es dans tes investissements. Mais je pense que ça vaut le coup. Le plus dur, en fait, c'est pas vraiment de faire l'heure hebdomadaire, c'est plutôt, ou mensuelle, c'est plutôt de se lancer. Et c'est pour ça que, tu vois, sur notre chaîne, il y a plein de vidéos qui t'expliquent les basiques. Mais en regardant des vidéos, tu vois, 10-15 minutes, tu peux vraiment acquérir assez de connaissances pour au moins te lancer. Je sais que ça fait peur et je comprends. Et je pense vraiment que la solution pour les générations futures, elle viendra par l'éducation financière. Comme ton livre s'appelle « Investir pour être libre, 9 étapes pour atteindre l'indépendance financière », j'ai tapé « indépendance financière » et ça marque l'indépendance financière est un rêve. C'est vrai que c'est un peu un truc qui fait rêver. C'est pas un peu de la poudre aux yeux de dire ah, « tiens, tu vas être complètement rentier ». C'est ça, en fait, l'indépendance financière, c'est ne plus travailler, en gros. L'indépendance financière, c'est travailler quand tu veux. Ouais. Voilà. Ouais. Mais je pense que c'est une situation qui est géniale. Après, tu as raison. Est-ce qu'il y a des vendeurs de formation à Dubaï qui te disent que tu peux le faire en 2 minutes ? On est d'accord. Il y en a plein. Est-ce que c'est possible de le faire ? Oui, c'est carrément possible. Et en fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur le sujet. Il y en a notamment une qui s'appelle la Trinity Study, qui te dit que si tu dépenses 4% de ton capital ou moins, donc 4% de ton patrimoine ou moins chaque année, en fait, tu as très peu de chances de te retrouver à sec, vraiment d'être ruiné, tu vois. Mais comment tu peux dépenser 4% ? Tu dépenses forcément... Tu vends une partie de ton patrimoine. Donc, mettons que tu as bien travaillé, tu as bien investi, au bout d'un an, tu as 1 million d'euros. Et donc, tu dis, bon, voilà, maintenant, je ne vais plus travailler. Donc, chaque année, tu vas pouvoir dépenser 4% d'1 million d'euros, donc 40 000 euros. Et donc, tu vas juste vendre, si par exemple, tu as des actions, tu vas vendre des actions chaque année et tu vas dépenser cet argent. Donc, tu vas vivre sur ton capital. Mais vu que ton capital va continuer à augmenter en parallèle, 4%, en fait, c'est juste ce qu'il faut pour éviter de trop taper, tu vois, dans tes deniers et donc de te mettre en danger. Donc, c'est carrément possible. Ça, il y a plein d'études qui ont été prouvées, elles ont été retestées récemment. Ça, c'est une règle qui est assez simple. Et donc, en fait, la question à te poser, c'est combien tu veux avoir tous les ans pour être indépendant financièrement ? Combien il te faut, en fait ? Ouais, pour vivre. Pour vivre.
tu prends ce chiffre, tu le multiplies par 25, et donc ça te permet de retomber sur la règle des 4%. Tu multiplies par 25, et finalement, ça te donne le montant que tu dois atteindre, ton objectif patrimonial. Donc si tu te dis, moi, j'ai besoin, je sais pas, de 30 000 euros pour vivre, tu fais 30 000 euros fois 25, et maintenant, tu sais ton cap patrimonial qu'il faut atteindre. Ça, c'est si jamais c'est placé à plus de 4% du coup, ton argent. Ça, il faut que tu sois évidemment placé sur des placements qui sont boursiers. Et la bourse, en moyenne, sur les très longs termes, ça fait 8% par an. Et ça, t'as pas besoin d'être un trader pour faire ça. Tu investis de façon passive, tu achètes des ETF, je pense que tu en as déjà parlé sur la chaîne. C'est un investissement qui est vraiment très simple d'accès et qui va juste être l'idée d'acheter toutes les entreprises qui constituent un marché, par exemple toutes les entreprises américaines ou toutes les grandes entreprises du monde. Et donc c'est très simple, ça t'évite de choisir, et la performance de ça, c'est 8% par an. Quand tu tapes investissement, c'est marqué c'est trop tôt, trop tard pour moi. Est-ce que c'est pas trop tard parfois quand tu t'y es pas pris, et que tu travailles dans une usine et que tu as 45, 50 ans, est-ce qu'on te dit il fallait investir, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Le meilleur moment pour investir, c'est sûr que c'était hier. Maintenant, une fois que tu as fait ce constat-là, tu peux encore améliorer des choses. Donc, c'est jamais trop tard. Il faut tout de suite passer à l'action. C'est jamais trop tard pour plusieurs raisons. Déjà, tu peux préparer la transmission de ce que tu as. Même si tu n'as pas grand-chose, tu n'as peut-être pas envie d'en donner beaucoup à l'État non plus. Ça s'anticipe. C'est pas très compliqué. Tu vois, typiquement, il y a très peu de gens qui font un testament. Il y a très peu de gens qui font des donations. Ça, c'est des choses. Tu vas voir un notaire. Il va t'expliquer. Ça va te coûter 200 €. Il va te donner des clés. Il va même te faire les actes pour que tu puisses anticiper ça. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi faire le ménage dans ton budget pour commencer à économiser maintenant. Et la troisième chose, c'est que tu peux surtout donner la chance à tes enfants ou à tes proches de ne pas être dans la même situation que toi. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est, tu vois, il faut penser aussi aux autres. Mais non, c'est jamais trop tard. Et c'est surtout jamais trop tôt. Quand tu es très jeune et que tu débutes, c'est le meilleur moment pour investir parce que tu as plein d'années devant toi. Et donc, tu vas pouvoir faire marcher les intérêts composés et lancer vraiment ta machine à créer du patrimoine. Et tu vois, mais pour illustrer le fait que c'est les années qui comptent et pas vraiment le montant, on va prendre quelqu'un qui débute, tu vois, qui va investir 150 € tous les mois entre 20 et 60 ans. Donc il a 40 ans d'investissement devant lui, tous les mois il investit. Il termine à peu près à 760 000 €, tu vois, de patrimoine. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui se réveille à 50 ans. Il se dit, merde, il faut que j'y aille. Par contre, lui, il a beaucoup d'argent, il va investir 4 000 € tous les mois. Et bien, en fait, la personne de 50 ans, quand elle arrivera à 60 ans, elle aura que 10 ans d'investissement, elle aura moins de patrimoine, elle aura à peu près 740 000 €. Donc elle aura moins de patrimoine que celui qui a commencé très très tôt en ayant investi beaucoup, beaucoup plus. Et ça te montre la puissance des intérêts composés et la puissance d'investir tôt. Donc plus vous êtes jeune, en fait, plus vous avez de la chance. Moi, j'ai déjà 34 ans, j'ai découvert l'investissement quand j'avais 25 ans. Je me disais, qu'est-ce que c'est tard déjà? Donc tu vois. Et dernière question, il y en a qui dit quand tu as investissement, moi je n'ai pas assez d'argent. Tu vois, c'est toi qui reviens, j'ai pas d'argent à investir. Tu tapes investissement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ça? Je pense qu'il y a un mythe, tu vois, c'est que l'investissement c'est pour les riches. Il faut être riche pour investir, mais en fait les riches ils n'ont pas besoin d'investir pour devenir plus riches, ils investissent pour rester riches. Tous les autres, il faut investir pour mettre son argent au travail. Et tu vois, typiquement on parlait de la retraite tout à l'heure, en France il faut travailler 43 ans. Je pense qu'il y a un rêve que beaucoup de gens ont, c'est de devenir millionnaire. En fait, c'est assez simple, hein, c'est mathématique. Si tu investis 150 € tous les mois pendant les 43 ans de ta carrière, en partant de zéro, hein, tu as zéro patrimoine, à la fin, tu termines à peu près 1,1 million d'euros. Et toi, tu auras mis 78 000 € de ta poche, et tout le reste, en fait, c'est tes investissements qui auront travaillé pour toi. C'est les intérêts composés. Donc, tu vois, c'est possible. Encore une fois, il faut investir en bourse pour ça. La bourse, évidemment, ça peut baisser, donc il y a des risques. Mais sur le long terme, la bourse, sur une très longue période... Oui, c'est une vision si jamais il n'y a rien qui... En fait, à court terme, on ne sait pas ce qui va se passer. Et tu vois, je ne veux pas que les spectateurs pensent que c'est garanti. Il n'y a rien de garanti en bourse. Par contre, sur le long terme, l'histoire a toujours prouvé qu'on était entre 8 et 10% de rendement. Et ça, c'est encore une fois accessible à tous. Pas besoin de spéculer. Il suffit d'acheter un ETF ou des ETF bien diversifiés. Tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et comme ça, tu peux atteindre ton objectif. Et en fait, ce cas-là que je te donne, il est assez peu réaliste parce que si tu peux investir 150 € au début de ta carrière, tu vas investir de plus en plus. Donc, tu vas aller beaucoup plus haut, en fait. Pour terminer, ça fait 4 ans que Finara existe. C'est quoi tes prochains projets? Tu veux faire quoi maintenant? C'est quoi les prochaines étapes là, pour toi? Écoute, nous, on est parti vraiment en mission parce qu'on veut faire tomber toutes les barrières qui empêchent les Français d'investir. Il y a une barrière d'éducation. Donc, on va faire encore plus de vidéos pour que les gens puissent se former gratuitement et facilement sur Internet. On va développer l'application pour que tu puisses encore
mieux gérer ton budget, mieux suivre ton patrimoine, et on va lancer encore plus de produits d'investissement pour que tu aies vraiment la gamme complète. Donc moi, je veux que Finari, ça devienne ton compagnon financier, qu'on t'enlève ce mal de crâne que peut amener l'argent et que ça te permette de réaliser tes objectifs. Tu vois, dans le livre, je parle de l'indépendance financière, mais peut-être que des gens ont simplement envie d'acheter une maison, peut-être qu'ils ont simplement envie de pouvoir payer les études de leurs enfants. Mais moi, j'ai envie que l'argent, ce soit un outil. C'est pas la finalité. C'est juste un outil qui te permet de réaliser tes rêves. Et je veux que Finari permette aux gens de faire ça de façon super simple et transparente. On vous souhaite tout ça. Félicitations. Vous allez refaire une levée de fonds. Vous allez faire comment pour grossir? Comment on grossit quand on est déjà très gros comme toi? 500 000 personnes qui téléchargent l'application, qui vous suivent. Vous êtes 40. Comment on fait après pour grossir? Tu as plusieurs options. Tu peux effectivement lever des fonds. Nous, on a levé des fonds avec notre communauté. C'est un peu particulier. On a permis à 1000 utilisateurs de devenir actionnaires. Et ça, j'en suis très fier. Et peut-être qu'on lèvera des fonds. Peut-être qu'on croîtra parce qu'on est rentable. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de lever des fonds pour lever des fonds et pour pouvoir faire des articles de presse, c'est lever des fonds pour pouvoir embaucher plus de gens, développer plus de fonctionnalités, innover et peut-être aussi se lancer à l'étranger. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est les Américains qui viennent nous conquérir. Si tu regardes ton téléphone, tu as quasiment que des apps américaines, même ton téléphone est américain, ton ordi est américain. Moi, je pense que maintenant, il est temps que nous aussi, on aille leur faire des très bons produits. Donc, ouais, j'ai des ambitions internationales. Mais d'abord, on a un gros boulot à faire en France. Merci beaucoup. Mounir, je remets ton livre, si vous voulez, qui s'affiche à l'image, si vous voulez aller chercher. C'est chez First Edition, donc Investir pour être libre. Mounir Lagoun. Tu marques l'expert financier qui conseille 450 000 investisseurs, maintenant 500 000. Ça a changé, ça allait assez vite. Ouais. Merci d'avoir regardé l'émission sur Finari aujourd'hui, les gens de business. On vous met une vidéo, une interview ou un documentaire tous les mercredis, vendredis et dimanches. Merci à tout le monde, à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission aussi avec moi. Et puis merci à vous tous de nous suivre de plus en plus nombreux, de vous abonner de plus en plus nombreux sur notre chaîne Légende. Vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois. On vous voit arriver, ça nous fait hyper plaisir. On voit que vous êtes là à commenter aussi les émissions et ça nous aide beaucoup sur l'algorithme, à liker la vidéo, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant de la prochaine sortie. Et on est le premier podcast de France aujourd'hui, tournage sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Donc voilà, merci à tous, gros bisous, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Légende très vite. Ciao tout le monde.